Les théories de William Morris, qui ont été si constamment appliquées par Maple et les décorateurs anglais, édictent qu'une chambre n'est belle qu'à condition de contenir seulement des choses qui nous soient utiles, et que toute chose utile, fût-ce un simple clou, soit non pas dissimulée mais apparente. Sur la lecture de Marcel Proust. Télérama Radio. Isabelle Janier lit Sur la lecture de Marcel Proust. Épisode 3. Après le déjeuner, ma lecture reprenait tout de suite. Surtout si la journée était un peu chaude, on montait se retirer dans sa chambre, ce qui me permettait, par le petit escalier aux marches rapprochées, de gagner tout de suite la mienne, à l'unique étage si bas que des fenêtres enjambées, on n'aurait eu qu'un saut d'enfant à faire pour se trouver dans la rue. J'allais fermer ma fenêtre sans avoir pu esquiver le salut de l'armurier d'en face, qui, sous prétexte de baisser ses auvents, venait tous les jours après le déjeuner fumer sa cigarette devant sa porte et dire bonjour aux passants, qui parfois s'arrêtaient à causer. Les théories de William Morris, qui ont été si constamment appliquées par Maple et les décorateurs anglais, édictent qu'une chambre n'est belle qu'à condition de contenir seulement des choses qui nous soient utiles, et que toute chose utile, fût-ce un simple clou, soit non pas dissimulée mais apparente. Au-dessus du lit à triangle de cuivre, et entièrement découvert aux murs nus de ces chambres hygiéniques, quelques reproductions de chefs-d'œuvre. À la juger d'après les principes de cette esthétique, ma chambre n'était nullement belle, car elle était pleine de choses qui ne pouvaient servir à rien et qui dissimulaient pudiquement, jusqu'à rendre l'usage extrêmement difficile, celles qui servaient à quelque chose. Mais c'est justement de ces choses qui n'étaient pas là pour ma commodité, mais semblaient y être venues pour leur plaisir, que ma chambre tirait pour moi sa beauté. Ces hautes courtines blanches qui dérobaient au regard le lit placé comme au fond d'un sanctuaire, la jonchée de couvre-pieds en marceline, de courtes pointes à fleurs, de couvre-lits brodés, de têtes d'oreiller en batiste, sous laquelle il disparaissait le jour comme un autel au mois de Marie, sous les festons et les fleurs, et que, le soir, pour pouvoir me coucher, j'allais poser avec précaution sur un fauteuil où il consentait à passer la nuit. À côté du lit, la trinité du verre à dessin bleu, du sucrier pareil et de la carafe, toujours vide, depuis le lendemain de mon arrivée sur l'ordre de ma tante qui craignait de me la voir répandre, sorte d'instrument de culte, presque aussi sain que la précieuse liqueur de fleurs d'oranger placée près d'eux dans une ampoule de verre, que je n'aurais pas cru plus permis de profaner ni même possible d'utiliser pour mon usage personnel que si ça avait été des ciboires consacrés, mais que je considérais longuement avant de me déshabiller, dans la peur de les renverser par un faux mouvement. Ces petites étoiles ajourées au crochet qui jetaient sur le dos des fauteuils un manteau de rose blanche, qui ne devait pas être sans épines, puisque chaque fois que j'avais fini de lire et que je voulais me lever, je m'apercevais que j'y étais restée accrochée. Cette cloche de verre sous laquelle, isolée des contacts vulgaires, la pendule bavardait dans l'intimité pour des coquillages venus de loin et pour une vieille fleur sentimentale mais qui était si lourde à soulever que quand la pendule s'arrêtait, personne, excepté l'horloger, n'aurait été assez imprudent pour entreprendre de la remonter. Cette blanche nappe anguille pure qui, jetée comme un revêtement d'autel, sur la commode ornée de 2 vases, d'une image du Sauveur et d'un buis béni, la faisait ressembler à la Sainte Table, dont un prie-dieu rangé là tous les jours, quand on avait fini la chambre, achevait d'évoquer l'idée, mais dont les effilochements, toujours engagés dans la fente des tiroirs, en arrêtaient si complètement le jeu que je ne pouvais jamais prendre un mouchoir sans faire tomber d'un seul coup image du Sauveur, vase sacré, buis béni, et sans trébucher moi-même en me rattrapant au prie-dieu.
Cette triple superposition, enfin, de petits rideaux d'étamine, de grands rideaux de mousseline et de plus grands rideaux de basin, toujours souriants dans leur blancheur d'aubépine souvent ensoleillée, mais au fond bien agaçants dans leur maladresse, et leur entêtement à jouer autour de leurs barres de bois parallèles et à se prendre les uns dans les autres, et tous dans la fenêtre, dès que je voulais l'ouvrir ou la fermer. Un second étant toujours prêt, si je parvenais à en dégager un premier, à venir prendre immédiatement sa place dans les jointures, aussi parfaitement bouchées par eux qu'elles l'eussent été par un buisson d'aubépines réelles ou par des nids d'hirondelles qui auraient eu la fantaisie de s'installer là, de sorte que cette opération, en apparence si simple, d'ouvrir ou de fermer ma croisée, je n'en venais jamais à bout sans le secours de quelqu'un de la maison. C'était Sur la lecture de Marcel Proust. Télérama Radio.